Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Alors, on vous a contacté car on aimerait avoir votre regard sur la Bravem, cette brigade qui concentre les critiques sur les violences policières. Est-ce que vous pourriez nous en parler plus en détail ? Oui, alors ce qui est important de préciser déjà, parce que comme on est dans un débat qui binarise la pensée, on peut critiquer la police sans être anti-flic, ce qui est mon cas. Moi, je critique la police parce que je respecte cette maison. D'abord, je pense qu'on a besoin de police, on a besoin de maintien de l'ordre. Ce que je critique, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dérives du maintien de l'ordre qui ne me semblent plus compatibles avec l'état de droit et ni avec la déontologie des policiers. Donc la Bravem est une unité spécialisée et très mobile qui a été créée par le préfet Lallemand en 2019 pour justement contenir les violences du mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que c'est une unité qui intervient assez souvent dans les manifestations et qui sort de son cadre de maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est l'emploi de la force strictement nécessaire. Aujourd'hui, de trop nombreux fonctionnaires de police de la Brave utilisent la violence, ce qui n'est pas la même chose. Quand vous tabassez un homme à terre, le préfet Grimaud l'avait dit en 68, c'est toute l'institution que vous salissez. C'est totalement inutile en termes de technique policière. Quand vous menacez, quand vous insultez, quand vous tutoyez, c'est totalement contraire au code de déontologie. Et malheureusement, ces comportements s'observent de plus en plus régulièrement dans les interventions de la Brave. Des députés de la France Insoumise demandent depuis leur démantèlement. Est-ce que vous êtes pour cette pétition qui a été lancée vendredi soir ? Alors, je pense que c'est symboliquement de demander le démantèlement de la Brave, ça permet de poser le débat, mais ça ne réglera pas le problème de savoir est-ce que les fonctionnaires de police qui interviennent dans la Brave et qui seront versés dans 2 unités si la Brave était dissoute, continueraient à mal se comporter, c'est-à-dire non conformément au texte juridique qui encadre leur action, car c'est ça le fond du sujet. Et ce qui est inquiétant dans la police, et particulièrement en Île-de-France, c'est que pour recruter des policiers, parce que le métier est très difficile de policier, ça il faut l'admettre, c'est usant, c'est épuisant, vous êtes confronté à la face obscure de l'être humain toute la journée et il y a peu de récompenses et de gratification dans ce métier-là. Donc le niveau de recrutement a baissé, on a baissé les notes systématiquement de façon à recruter des gens, on a baissé le temps de formation initiale. Quant à la formation continue, elle est quasi inexistante pour certaines unités de police. Donc à la fin, vous avez des policiers qui non seulement sont recrutés avec un faible niveau, ne sont pas correctement formés initialement, ne sont pas correctement formés au cours de leur carrière, et à qui on confie des missions importantes, ils portent des armes, et c'est ça le fond du sujet en fait. Donc le vrai débat est celui-là. Mais si la dissolution de la Brave pouvait permettre de poser le débat de fond, pourquoi pas ? Et en réponse à cela, Gérald Darmanin compte 36 enquêtes de l'IGPN et annonce la création d'une cellule anti-ZAD. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que là aussi, il y a une dérive sémantique du gouvernement, reprise d'ailleurs par le préfet de police Nunez, qui est très inquiétante. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise dans un état de droit. Un manifestant, quand bien même il pourrait être violent et commettrait des infractions, n'est jamais un ennemi. C'est clair, il faut faire attention à ça parce qu'un ennemi, on l'élimine. La sémantique qui a trait au terrorisme aussi est très dangereuse parce que qu'est-ce qu'on fait d'un terroriste ? On le neutralise. Un manifestant, aussi violent soit-il, n'a pas à être neutralisé. Donc c'est vraiment important de ne pas faire de surenchère médiatique. Le ministre de l'Intérieur en fait beaucoup. Et je pense aussi qu'il est important de ne pas être dans le déni et dans le mensonge. Ça serait tout l'honneur de la fonction préfectorale et du ministre de l'Intérieur que de dire « je soutiens les policiers, mais quand il y a des comportements qui ne sont pas conformes, je demande à ce qu'ils soient sanctionnés ». Or aujourd'hui, on refuse d'admettre qu'il y a des comportements qui ne sont pas conformes, qui nuisent à l'image de la police. Je vois que tous les jeunes en manifestation, ça va être des générations anti-flics, et ça, il va falloir le gérer pendant 20, 30 ans. Donc ça serait vraiment à leur honneur. Et je les invite tous les deux, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police, à relire la lettre du préfet Grimaud écrite en mai 68, après que justement les médias de l'époque aient évoqué de nombreux dérapages dans le cadre des manifestations de mai 68, où il explique qu'il y a des limites qu'il ne saurait tolérer au regard de l'honneur de la police. Et ça, c'est vraiment l'acte d'un grand serviteur de l'État et d'un homme doté d'une grande conscience humaniste. Et André Berkov est avec nous. Bonjour André. Bonjour Lucien, merci à Madame Hidalgo d'avoir transformé Paris en ville poubelle et en ville où on ne peut plus circuler. Excusez-moi, en tout cas, Lucien Gaspard a très bien assuré. Bonjour Laurent Bigot. Bonjour André Berkov. Dites-moi, justement, vous parliez de Maurice Grimaud. Effectivement, moi je ne suis pas un perdreau de l'année, j'ai connu mai 68, bien sûr, en tant que journaliste, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu, il y a eu 1 ou 2 morts à Flins, mais pendant toute la période de mai 68, avec les barricades, il n'y a pas eu un mort à Paris. Faut quand même s'en souvenir, et c'est beaucoup grâce à Maurice Grimaud. Laurent Bigot, une question. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que
depuis quelque temps, cette espèce de manichéisme s'est installé. Évidemment, et vous l'avez dit, il n'est pas question, enfin nous ici à Sud Radio et dans cette émission, on défend la police, je veux dire on défend évidemment l'ordre, c'est l'ordre, ça existe. Il ne s'agit pas de dire que, parce que quand vous êtes agressé, tabassé ou autre, dans la rue ou autre, ben on appelle qui un black bloc ou un policier. C'est toujours ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette espèce de montée de la tension, c'est blanc ou noir. D'un côté, les policiers, c'est formidable. Non, il n'y a pas. On écoutait encore hier Laurent Nunez qui disait à la fois oui, il y a eu l'IGPN qui enquête actuellement sur 25 cas, mais la brave FM, non, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive, et dans l'opinion, et selon ces je dirais, directions politiques ou partis politiques, à un tel blanc et noir, alors qu'effectivement, comme vous le dites, il y a des bavures et il y a des incompétents partout. Ce qui est problématique depuis plusieurs années, et ça s'est accéléré avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, c'est que désormais la réponse aux revendications politiques et sociales, elle est exclusivement policière. Normalement, le maintien de l'ordre devrait gérer une colère résiduelle qui est issue d'un processus démocratique, de la démocratie sociale, mais ça devrait être une colère résiduelle. Or, aujourd'hui, on demande aux policiers et aux gendarmes de gérer l'entièreté de la colère, parce que la perception d'une grande partie du peuple français, c'est qu'il n'y a plus de discussion, de négociation, ni politique, ni parlementaire, ni sociale avec les syndicats. Donc, c'est la fuite en avant. Et aujourd'hui, le Gérald Darmanin, Emmanuel Macron et le préfet Nunez sont coincés. C'est-à-dire que s'ils étaient perçus comme lâchant un petit peu les forces de l'ordre, c'est tout l'édifice politique qui pourrait s'effondrer. Parce que la seule réponse du pouvoir aujourd'hui, c'est la police. Et c'est ça qui est très dangereux, c'est qu'ils mettent en danger les forces de l'ordre parce qu'ils leur demandent de gérer une colère qui dépasse très largement leur mission. La réponse policière n'est pas la réponse adaptée à des revendications sociales et politiques, et en particulier sur ce projet de réforme des retraites, où plus des 2/3 de l'opinion publique, et ça n'a pas faibli depuis le début du mouvement, est opposé à cette réforme. Ouais. Donc en fait, il y a un rempart actuellement entre une bonne partie de l'opinion, je dirais, de la population, et le pouvoir, ce sont les policiers. Ah, c'est très clairement le cas, c'est-à-dire qu'on leur vraiment, il y a une digue qui est la police et la gendarmerie face à la colère d'une grande partie des Français. Et moi, je m'adresse aux policiers et aux gendarmes. Je leur dis, vous êtes non seulement totalement instrumentalisés pour une réponse politique, or ce n'est pas votre mission, et deuxièmement, ça joue contre vous, contre votre image. Et surtout, le gouvernement est contraint à la fuite en avant, et ça va être l'escalade de la violence dans les deux camps. Et on est déjà arrivé à des drames. Il y a déjà un syndiqué de Sudrail qui a perdu un œil. Il y a de nombreuses personnes qui ont été blessées. Il faut arrêter ça. Il faut absolument arrêter cette spirale de violence qui nous conduit dans presque une espèce d'ambiance de guerre civile, ou en tout cas d'affrontements qui ne sont pas acceptables. Sans aller jusqu'à la guerre civile, il y a un problème, et effectivement, est-ce qu'il faut choisir? Et vous savez, on avait reçu, Laurent Bigot, ce sera ma dernière question, nous avions reçu un essayiste qui a écrit un livre tout à fait passionnant, qui s'appelle « Gouverner par le chaos ». Est-ce que, sans aller jusqu'à prêter des arrière-pensées, d'ailleurs ce ne sont pas des arrière-pensées, est-ce qu'il y a une stratégie du chaos qui est appliquée, d'ailleurs pas seulement par ce gouvernement, dans d'autres pays peut-être? Est-ce que, voilà, en disant on va instaurer le désordre pour que les partisans de l'ordre nous rejoignent? Vous savez, la vieille stratégie, qui n'est pas nouvelle. Oui, il y a sûrement ça. Il y a aussi surtout l'idée que le maintien de l'ordre brutal, voire violent, pourrait décourager les manifestants, et on essaye de parier, enfin je dis on, le gouvernement essaye de parier sur l'usure des manifestants. Mais le maintien de l'ordre, c'est pas décourager les manifestants, c'est d'abord le maintien de l'ordre. La première mission du maintien de l'ordre, c'est de protéger les manifestants. Et ensuite, c'est de faire cesser les infractions et d'intervenir avec la force strictement nécessaire. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un pari du gouvernement qui me semble extrêmement dangereux pour la concorde nationale. Le bilan humain est déjà trop élevé, il a été beaucoup trop pendant la répression du mouvement des Gilets jaunes, il est déjà beaucoup trop dans le cadre de ce mouvement social. Les syndicats n'ont cessé de prévenir, ils continuent de dire que la colère est forte. Donc cette stratégie du chaos qui est aussi fondée sur l'idée « je vais resserrer mes propres rangs en apparaissant comme étant le parti de l'ordre », mais je pense aussi que les manifestants vont se fatiguer, vont avoir peur de la violence, vont jeter l'éponge. C'est une grave erreur, car les colères ne s'effacent jamais, elles ne font que s'additionner, et un jour le vase va vraiment déborder. Oui, vous êtes d'ailleurs, de ce point de vue, plutôt pessimiste quant à l'avenir. Enfin, l'avenir, je dirais, proche.
Quand je dis pessimiste, moi, je veux dire par là que on n'évitera pas, vous savez, l'ère des soulèvements, on n'évitera pas les affrontements. Beaucoup plus. Ce que je crains, c'est que cette méthode de répression qui a été utilisée pendant le mouvement des Gilets jaunes, où finalement la colère des Gilets jaunes ne s'est pas du tout tarie, hein, quand vous discutez avec les Gilets jaunes, leur niveau de colère est même augmenté. Ouais. On va y ajouter la colère de tous ceux qui ont rejoint le mouvement social depuis le début du mois de janvier, et on ajoute les colères. Donc moi, je ne crois pas que ça va s'effacer. Je crois que ça s'additionne, et il est grand temps de remettre des mécanismes de concertation et de discussion pour que, comme je le disais, le maintien de l'ordre ne gère plus qu'une colère résiduelle et non pas l'entièreté de la colère. Si vous étiez le conseiller du soir ou l'homme qui susurre à l'oreille des gouvernants, de nos gouvernants, Laurent Bigot, aujourd'hui, en ce moment, vous leur diriez quoi? Je n'ai pas cette prétention, mais moi, en tant que citoyen, ce que j'attends du gouvernement et du président, c'est d'avoir toujours une option qui calme le jeu. Il est le président de tous les Français, y compris de ceux qui ne l'aiment pas et de ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est pareil pour le ministre de l'Intérieur. C'est des gens qui doivent avoir une sémantique qui ne doit plus être guerrière. On ne doit pas mettre de l'huile sur le feu. La fermeté, ça n'est pas la guerre. Il ne faut pas confondre ces deux registres. Un ministre de l'Intérieur peut être ferme, sans pour autant criminaliser les oppositions, sans avoir une sémantique guerrière. Et c'est pareil pour le président de la République. Et c'est ça que moi j'aimerais, en tant que citoyen, qu'ils changent et qu'ils mettent en place des actions concrètes pour que ceux qui revendiquent soient entendus. Merci Laurent Bigot. Je rappelle que vous avez été directeur de cabinet du préfet de la Dordogne, puis du préfet de la Corse et enfin du préfet de la Martinique. Vous savez ce dont vous parlez. Et effectivement, aujourd'hui, halte au feu, hein. Halte au feu, je dis bien halte au feu mental, halte au feu intérieur et halte au feu physique, bien sûr. Ce n'est pas le moment de remettre, comme on dit, du kérosène dans l'incendie. Merci encore.